président de l'Union pour la nation congolaise, conseiller auprès du bureau du président de la RDC, nous attend. Vital, bienvenue à vous. Vous avez la parole. Allez-y. Je sais qu'il est très tard là où vous êtes. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous félicitons de votre patience. Vital, allez-y. Je tiens tout d'abord à remercier le président de ces assises, l'ambassadeur sud-africain, qui a eu l'amabilité de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Je salue tous les ambassadeurs présents à ce forum. Pour la République démocratique du Congo, c'est très important d'évoquer ces questions, parce que la République démocratique du Congo en lui-même pouvait constituer un laboratoire en termes de corrélation entre les ressources naturelles de l'exploitation illicite et les conflits. Parce que ici, en République démocratique du Congo, je ne veux pas, comme l'a fait mon frère, mon voisin du Burundi, qui a évoqué le porc de Léopold, c'est la vérité, puisque déjà à cette époque-là, la République démocratique du Congo faisait l'objet des convoitises du monde entier. Mais aujourd'hui, je voulais me limiter à une période qui part de 1994 à ces jours. En 1994, lors du génocide du Rwanda, que nous avons tous condamné, la République démocratique du Congo s'est vue accueillir sur son territoire, au nom du droit humanitaire, plus de 2 millions de réfugiés rwandais, malheureusement parmi lesquels les ex-FARC et les vétérans. Et là, je voudrais tout de suite, parce que si nous devons proposer des solutions, identifier les causes, je voudrais aussi établir les responsabilités et de la communauté internationale, de la sous-région et peut-être du Congo Zaïre à l'époque. À cette époque-là, il y avait 2 missions des Nations Unies au Rwanda. Et nous savons tous que le droit humanitaire qui a obligé les Zaïre à accueillir 2 millions de réfugiés sur son territoire n'empêchait pas ces missions-là au moment où les Rwandais devaient traverser les frontières congolaises, de séparer les civils des hommes en armes. Ici, je voudrais dire les éléments des faits de l'armée régulière, mais aussi, malheureusement, la milice interarmée. Voilà que ces gens traversent avec armes, bagages et tout ce qu'ils ont pillé au Rwanda, et ils sont cantonnés le long de la frontière avec le Rwanda. Mais très vite, le pouvoir du Rwanda va réaliser et prétexter que la présence de ces groupes armés et de cette armée de fait constitue une menace pour sa sécurité. Et une tripartite avait eu lieu à l'époque entre les Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, les Rwandais et les HCR, qui est un organisme des Nations Unies. Les résolutions qui auraient pu mettre fin à ce que nous déplorons aujourd'hui en République démocratique du Congo avaient été prises. La première résolution, c'était, et la plus importante, je vais militer là, c'était éloigner conformément au droit international les réfugiés rwandais à au moins 150 km de leur frontière, la frontière avec leur pays. Les Zaïre, mon pays, aujourd'hui la République démocratique du Congo, avaient identifié les sites où on devait cantonner ces réfugiés et ces groupes armés. Malheureusement, au moment de l'application de cette mesure, les Nations Unies ont prétexté le manque de moyens logistiques et donc demandant à la République démocratique du Congo un gouvernement. À l'époque, sous l'époque de Mobutu, et dirigé par Kembo Adondo, le président sortant du Sénat, il avait commis des affaires étrangères, le fait Kamanda, avait pris la mesure des dangers. Mais malheureusement, il ne pouvait avoir que 2 yeux pour pleurer. Puisque 2 ans après, en 1996 exactement, le Rwanda va prétexter effectivement qu'il y a danger. Et on va former ce qu'on appelle, ou on appelait à l'époque, l'alliance, l'AFDEL, l'Alliance pour la libération du Congo, avec Laurent Désiré Kabila en tête. En quelques mois, voilà que notre pays est traversé par un mouvement de rébellion et qui arrive à Kinshasa. Et après, finalement, nous allons avoir une vraie guerre, puisque quand Laurent Désiré Kabila va décider de mettre fin à la coopération avec le Rwanda et l'Ouganda,
le 27 juillet 1997, le 2 août 1998, la guerre, cette fois-ci, qu'on peut qualifier de troisième guerre mondiale, va se déclencher au Congo, puisqu'on va trouver les Zimbabwe, la Namibie, l'Angola derrière le gouvernement du Congo, et je le remercie en passant. Mais de l'autre côté, on va voir la rébellion du RCD, qui est soutenue par le Rwanda, la rébellion du MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenue par l'Ouganda, et tous ces groupes armés et armées régulières vont avoir comme théâtre des opérations la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, on ne parle pas encore des matières premières ou des ressources naturelles. Plusieurs résolutions ont été prises par le Conseil de sécurité. Les accords ont été signés à Lusaka, à Sun City, à Gaborone, à Addis Abeba, en Belgique, à Genève. Nous avons signé beaucoup d'accords. Mais rien n'a changé. Nous avons eu des dialogues entre les Congolais et nous avons eu la transition 1+4 le 30 juin 2003, et ce qui a permis que le gouvernement dirigé finalement par Kabila fils puisse cohabiter avec le chef de rébellion Jean-Pierre Bemba, mon vice-président, Roubera, chef de notre rébellion rwandaise, mon vice-président, et puis Zaïri Rouma. Une formule que tout le monde croyait résoudre le problème, puisque nous allons avoir pour la première fois, après 46 ans d'indépendance, les deuxièmes élections démocratiques. Et Kabila avait gagné les élections, d'après les résultats de la commission électorale indépendante. Nous avons connu le premier mandat du président Kabila, et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on va découvrir que la paix n'est pas revenue au Congo. Puisque, finalement, les groupes armés nationaux qui étaient créés pour se défendre contre l'agression vont eux aussi s'adonner à l'extraction des matières premières. Les FDLR, qui sont les Interahamwe, qui sont les Rwanda, vont découvrir les coltans, l'or,